bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Spenlewer, je suis le directeur du pôle de formation à l'action publique de l'École des Ponts. Alors, on m'a gentiment confié le soin d'introduire ce beau rendez-vous sciences et société d'aujourd'hui. Alors, comme je suis un ingénieur défroqué en sciences politiques, je commencerai par une référence au célèbre livre d'Alexis de Tocqueville intitulé « De la démocratie en Amérique ». Alors dans ce livre qui compte 2 volumes, l'un paru en 1835 et l'autre en 1840, Tocqueville dit en long et en large qu'aux États-Unis, les associations, dans toute leur diversité, constituent un des grands piliers de la démocratie américaine. Et il dit même que donc, sa phrase un peu célèbre, c'est de dire que les associations, elles remplissent une fonction d'école de la démocratie. Et donc, en gros, sans les associations, la démocratie américaine n'existerait probablement pas. Alors donc, en France, en fait, on a mis un peu de temps pour recevoir et comprendre le message de Tocqueville, puisque la loi dite de 1901 date de 1901. Et dans le contexte d'aujourd'hui, un contexte donc d'urgence climatique, d'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale, on peut se poser la question de savoir si certaines associations n'auraient pas comme mission latente de fonctionner comme des vraies écoles de la transition écologique. Bien sûr de connivence avec l'école des ponts, qui est la vraie école de la transition écologique. Alors pour donner corps à cette hypothèse qui n'a rien de hardi, mais aussi pour donner envie, j'espère, aux jeunes de s'engager davantage dans cette affaire dite du siècle. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 2 jeunes femmes qui travaillent à l'École des Ponts et qui sont également donc très actives dans une association qui a maintenant donc 5 ans d'existence, qui s'appelle Pour un réveil écologique. Alors, je commence par ma voisine de gauche. Elle est à ma gauche, géographiquement. Donc, Lou Valide, qui, donc, après Polytechnique et une catra à l'École des Ponts, s'est engagé dans une thèse de doctorat donc, dans 2 laboratoires, le HMCO et donc le LVMT, donc le laboratoire Ville, Mobilité, Transport, donc, qui est une UMR UGE, Pont, et c'est tout. Bon. Donc une thèse de doctorat, donc HMCO LVMT, sur l'utilisation des mathématiques fractales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme durable. Donc il faudra que tu nous en dises un peu plus quand même. Et donc à ma gauche également, donc Léa Falco, que je commence à bien connaître, puisque après des études à Sciences Po Paris et à l'université de Washington, enfin de l'État de Washington à Seattle. Donc Léa travaille maintenant au pôle de formation à l'action publique où elle vient notamment de terminer la construction d'un MOOC intitulé « Mobiliser les travaux du GIEC dans le cadre de mon activité professionnelle ». Donc un MOOC qui sera accessible, que des milliers de fonctionnaires et assimilés en France et en Navarre vont bientôt pouvoir suivre. Donc, mesdames, merci beaucoup pour vos interventions et donc à vous la parole. Merci Vincent. Petit test sur nos biographies en fin de discours, hein, donc attention. Merci de consacrer votre heure du déjeuner à passer un petit moment avec nous. On va essayer de rendre ça le moins difficile possible jusqu'à ce que vous soyez libérés pour aller manger. Et du coup, première proposition, c'est de commencer par un petit jeu que je fais en général... Ah oui, non mais attendez, hein, c'est ludique. Que je fais en général sur des assemblées qui sont un petit peu plus réfractaires au sujet que vous, et qui consiste à deviner qui de Greta Thunberg ou d'Antonio Guterres a prononcé une phrase.
Alors, eh oui, attendez, c'est préparé. Hein. Alors, il y a deux versions de ce jeu-là. Soit on lève la main, soit on se lève tout court. Je propose que, vu l'heure, pour vous redynamiser un peu, on se lève tout court. Est-ce que ça vous irait? Parfait. Alors, petite vérification pour comprendre les règles. Est-ce que tout le monde connaît Greta Thunberg? Si oui, il faut se lever. Je sais, c'est rude, hein. Très bien. Donc Greta Thunberg, militante écologiste, plutôt initialement sur les questions climatiques, mais qui diversifie son discours. Est-ce que tout le monde connaît Antonio Guterres? Vous allez être lassé rapidement de se lever, hein, je comprends. Ok, Antonio Guterres, c'est le secrétaire général de l'ONU. Donc en gros, on peut dire que c'est le plus haut fonctionnaire du monde. Et donc l'objectif de ce jeu est de savoir lesquels des deux a prononcé ces phrases. Ok? Première phrase, l'humanité a un choix, coopérer ou périr. Est-ce que c'est Greta Thunberg? Ok. Est-ce que c'est Antonio Guterres? Ok, ouais, on est sur une majorité écrasante pour Antonio Guterres. C'était Antonio Guterres. Deuxième phrase, perdre du temps, c'est périr, chaque degré compte. Est-ce que c'est Greta Thunberg? Ok. Est-ce que c'est Antonio Guterres? C'était Antonio Guterres. Il y a une petite intersection, il y en a qui ont eu les deux, bravo. Troisième, et on va peut-être s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer, mais à un moment, on va commencer à parler d'autre chose. Les plus grands pollueurs du monde sont coupables de l'incendie criminel de notre seule maison. Est-ce que c'est Greta Thunberg? J'entendais, ah oui, bah bien sûr, évidemment. Est-ce que c'est Antonio Guterres? Eh bien, c'était Antonio Guterres. Il y en a deux ou trois qui ont commencé à comprendre au deuxième ce qui se passait, ce qui est quand même pas très subtil, bravo à vous. Tout le but de ce jeu, et en général c'est face à des gens qui sont moins convaincus des enjeux environnementaux, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui il y a un dévoiement de ce qui est considéré comme radical, de ce qu'est la parole radicale, parce qu'on associe le radicalisme au pragmatisme. Et on pourrait se dire qu'on devrait pouvoir différencier de manière très claire ce qui sort de la bouche de Greta Thunberg, qui est une militante écolo, et ce qui sort de la bouche du plus haut fonctionnaire de l'ONU. Et pourtant c'est pas aussi clair. Et donc, il y a vraiment cette question fondamentale de se dire que pour être pragmatique aujourd'hui, c'est-à-dire pour résoudre un problème de manière efficace, il faut être radical, il faut pouvoir aller à la racine du problème. Il ne faut pas simplement se contenter d'être superficiel, mais il faut vraiment l'éliminer pour éviter qu'il ressurgisse. Et donc, c'est un peu l'ADN du collectif pour un rêve écologique, cette fameuse différence entre ce qui est radical et ce qui est pragmatique, et d'accepter que parfois, et même souvent, pour résoudre un problème, il faille être les deux. Ce dont on va vous parler très vite pendant les 40 et quelques minutes avant qu'on commence à discuter de manière plus interactive, un rapide retour sur ce qu'est le collectif pour un rêve écologique, qui est un super mouvement auquel vous êtes tous bienvenus si vous êtes étudiant et que vous avez envie de vous engager. Quelques bases théoriques sur un peu de militantisme de l'action ou de théorie de l'action. Un bilan du collectif avec en particulier l'exemple de la transformation de l'enseignement supérieur qui est un de nos deux axes de travail principal et la place de l'ingénieur, puisque je n'ai pas la chance d'être ingénieur, mais Lou l'a, et donc elle a eu le parcours que vous avez peut-être, c'est-à-dire se demander comment est-ce qu'on s'organise et comment on planifie sa vie quand on est ingénieur aujourd'hui et qu'on sait que le rôle de la technique doit être repensé, le rôle de certains secteurs doit être repensé, comment est-ce qu'on se positionne. Tenez-vous bien, là ça va dépoter. Du coup, déjà, on va vous réexpliquer un petit peu l'histoire de notre collectif dont on fait toutes les deux parties. À l'origine, en fait, en 2018, il y avait un fort mouvement, une forte mobilisation étudiante sur les enjeux écologiques avec le début des Fridays for Future, justement, l'idée par Greta Thunberg, et globalement une forte mobilisation dans l'enseignement supérieur. Et dans cette vague-là, il y a plusieurs étudiants de grandes écoles, majoritairement autour de Paris, donc c'était HEC, Sciences Po, Polytechnique, des écoles qui ont le mérite de faire parler la presse, donc c'est ça qui était très pratique, qui se sont réunies et qui ont écrit un manifeste, dont j'ai mis un petit extrait ici, qui en fait disait la dissonance dans laquelle ils se trouvaient en tant que jeune diplômé, futur travailleur,
d'avoir des convictions écologiques qui ne collaient pas forcément avec les emplois qu'on leur proposait derrière. Et en gros, l'idée, c'était d'arrêter d'avoir cette espèce de distinction entre un engagement même personnel qu'on peut avoir au quotidien, dans nos petits gestes notamment, ou même dans nos engagements associatifs, et en parallèle de ça, en fait, d'avoir un travail qui contribue en fait à la destruction de notre environnement. Et c'était de dire, en fait, on est prêt à refuser certains emplois, à refuser d'aller travailler dans certaines boîtes si elles ne sont pas en accord avec nos valeurs écologiques. Et donc aujourd'hui, c'est un discours qui est devenu assez courant en fait d'entendre, mais qui à l'époque était plutôt novateur. Et du coup, ça a beaucoup parlé à beaucoup d'étudiants dans plein d'écoles différentes. Donc ça a été pas mal relayé. Il y a eu beaucoup de signataires. Et ça nous a permis en fait d'avoir une certaine médiatisation, qui nous a ensuite permis d'accéder aussi à certains lieux de pouvoir en quelque sorte. L'idée derrière, c'était donc les gens qui ont écrit ce texte ont eu envie en fait d'aller plus loin que juste un énième appel, un énième texte que les gens écrivent, et de se mettre en action derrière, en voyant qu'il y avait une brèche, quelque chose qui nous permettait d'agir. Parce qu'en fait, il y avait par exemple des entreprises qui nous contactaient pour en fait un peu mieux comprendre justement les attentes de cette génération, pour un peu mieux coller à ces attentes, puisque l'enjeu pour eux, c'était l'enjeu de recrutement notamment. Et notamment pour des jeunes qui sortent de grandes écoles, c'est plus facile aussi d'avoir ce levier en fait du chantage à l'emploi en quelque sorte, de dire en fait on ne viendra pas travailler pour vous, et c'est une vraie préoccupation aujourd'hui de grands groupes. On sait en discutant avec certains d'entre eux qu'il y a des groupes qui sont vus comme nocifs et qui du coup ont plus de difficultés à recruter. Ils arrivent toujours à recruter, mais pas forcément les profils qu'ils recherchent. Et donc notre objectif, c'était de se servir un peu de cet argument-là pour aller discuter avec ces boîtes-là et de leur mettre un peu la pression pour qu'ils aillent plus vite, enfin pour qu'ils se mettent en œuvre, pour qu'ils se mettent en action, qu'ils aillent plus vite sur la transformation de leur activité. Et pour nous, la transformation de l'entreprise, c'était vraiment pas seulement mettre quelques mesures de greenwashing ou de compensation ou choses comme ça, mais de vraiment revoir en profondeur les business models des entreprises pour coller avec l'urgence environnementale. Et en parallèle de ça aussi, un autre de nos constats qui était là dès le début du collectif, c'était de se dire qu'on se rendait compte qu'on n'était pas assez formés. Alors déjà en 2018, il y avait beaucoup de formations, on va dire, spécifiques. Donc si quelqu'un voulait faire un cursus sur l'environnement, c'est des choses qui étaient déjà présentes. Mais on pouvait aussi complètement passer à côté et avoir un diplôme Bac+5 et avoir aucune idée de ce que c'est que les limites planétaires, que les différentes urgences auxquelles on fait face aujourd'hui. Ce qui est d'autant plus important que notre génération, a priori, va de fait être exposée à ces enjeux-là, qu'on soit dans des stratégies de mitigation, de réduction de ces impacts, mais aussi juste d'adaptation, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a certains changements qui sont déjà à l'œuvre et qu'on va de toute façon vivre, donc le monde du travail et le monde en général, en tant que citoyen, dans 30-50 ans, ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Donc c'est aussi important de l'avoir en tête et d'être formé à ça, et c'est pas du tout quelque chose qui est pour l'instant présent dans toutes les formations. Donc dès le début, un de nos objectifs, c'était aussi de travailler à ce que toutes les 100% des formations et 100% des étudiants aient un minimum de socle commun sur les enjeux écologiques, donc plutôt avec l'idée d'informer en fait sur ces enjeux-là, et ensuite déclinaison en fonction des différents secteurs et des différentes formations. Là, vraiment former, c'est-à-dire en fonction des enjeux spécifiques au secteur dans lequel on va travailler, avoir les formations appropriées. Après, du coup, ça fait 5 ans qu'on existe, donc depuis, on a aussi fait d'autres choses. On a travaillé sur des secteurs plus spécifiques comme la finance, les pouvoirs publics, qui sont aussi intéressants parce que c'est l'employeur, le plus gros employeur de France, et aussi des acteurs qui ont un pouvoir de par la décision de l'action publique. On essaie de travailler de plus en plus sur des actions de plaidoyer, notamment aussi auprès de l'Assemblée nationale, par exemple. Et un pôle qui s'est beaucoup développé aussi, c'est tout ce qui est autour de la communication. Parce qu'en fait, en réponse à ça, donc si depuis 2018, les préoccupations en matière environnementale sont vraiment émergées. Et du coup, pour l'instant, la première réponse, notamment des grandes entreprises, c'est de faire de la com et de mettre en avant les quelques actions qu'ils essayent de mener. Et du coup, nous, très vite, on a essayé de se positionner aussi comme acteur anti-greenwashing, pour dire, en fait, il ne suffira pas de juste repeindre votre façade en vert pour qu'on vienne bosser chez vous ou qu'on achète vos produits. Donc on a beaucoup d'actions aussi sur greenwashing, notamment sur LinkedIn, puisque c'est le réseau des boîtes, donc c'est assez pratique pour parler avec elles. On a aussi essayé de faire un peu de sensibiliser et de mettre en avant des travaux de recherche avec en premier lieu les travaux du GIEC, puisque à chaque fois là, les différents rapports du GIEC qui sont sortis l'an dernier, à chaque fois se retrouvaient outrepassés par des événements de la plus haute importance tels que le transfert de Messi au PSG. Et du coup, on a essayé de compenser ça en faisant un peu à notre échelle
On a travaillé avec des chercheurs qui ont travaillé sur le rapport du GIEC pour faire des sortes de synthèses, qu'ensuite on a essayé de diffuser le plus possible. On a notamment fait une campagne dans le métro, donc vous avez peut-être déjà croisé nos affiches, soit dans le métro, soit dans les gares, parce qu'elles sont restées beaucoup plus longtemps que prévu. En fait, elles sont encore un peu partout en France. Il y a une déclinaison de cette affiche dans les gares. Donc voilà un peu pour le récap global de ce que fait le collectif. Et maintenant, on va passer sur une partie plus théorique de théorie du changement. C'est le moment où vous pouvez vous endormir si vous n'aimez pas les bases théoriques. L'idée est de retourner un peu sur le rôle d'une association, le rôle d'un collectif, ou en tout cas, à partir du moment où on veut s'engager, il faut qu'on sache sur quoi on veut agir. Et donc l'idée est un peu de partir de ce qu'on appelle le triangle de l'inaction pour les enjeux environnementaux. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est l'idée de se dire les individus se disent que les pouvoirs publics doivent agir ou que les entreprises doivent s'engager, parce qu'eux, ils sont trop petits pour faire quoi que ce soit. Les entreprises à côté vous disent « Oui, mais tant que mes consommateurs ils font rien et tant que je suis pas régulé par les pouvoirs publics, les cartes sont pas dans mes mains. » Et à côté, vous avez les pouvoirs publics qui vous disent « Oui, mais on est en démocratie, encore heureux, les individus ne réagissent pas ou ne sont pas suffisamment conscients, donc je ne peux pas réguler. » Et à côté, eh ben, ça intéresse pas du tout les boîtes nationales ou qui opèrent sur mon territoire, et donc j'ai pas d'intérêt à le faire. Et donc, pour commencer à s'engager au niveau macrostructurel ou au niveau individuel, il faut pouvoir savoir à quel morceau du triangle on s'attaque. Alors, le premier discours que vous avez, c'est que la transformation écologique, elle passe par les individus. Alors, il faut d'abord bien avoir en tête que faut pas partir dans un discours un peu manichéen. Tous les acteurs de ce triangle-là, ils vont devoir mettre la main à la pâte, mais de manière différenciée. Et donc, quand on vous dit que les individus doivent enclencher la transformation écologique, que ce soit en votant pour un parti qui porte ses opinions, en consommant, c'est-à-dire des produits vertueux par lesquels on pourrait dire que les entreprises reçoivent un signal faible, et ben en fait, ce discours-là, il ignore le fait qu'au quotidien, on est tous plus ou moins déterminés et conditionnés par les macrostructures sociales et économiques dans lesquelles on vit. C'est-à-dire que concrètement, si je travaille à un endroit dans lequel il n'y a pas de transport en commun ou de voies de vélo sécurisées ou que c'est trop loin par rapport à mon domicile, eh ben je ne peux rien faire d'autre que prendre ma voiture. Ça, c'est typiquement une macrostructure qui existe, c'est-à-dire l'éloignement de mon lieu de travail et de mon domicile, qui n'est pas compensée par des macrostructures autres, c'est-à-dire par exemple l'existence de ces fameuses voies vélo sécurisées ou l'existence de transports en commun qui soient fiables, qui soient sécurisés, qui soient réguliers et qui vous permettent de relier typiquement deux parties périphériques d'une ville et pas seulement le centre à la périphérie. Donc il y a vraiment cette question-là de ne pas ignorer qu'au quotidien, on est fondamentalement déterminé plus ou moins par des macrostructures. Et c'est d'autant plus le cas pour nous qui avons écrit et signé et propagé le manifeste parce que on est des jeunes aujourd'hui qui sont privilégiés CSP+, avec un bac+5, avec un grand diplôme, qui de fait c'est plus ou moins recherché sur le marché du travail, et que par conséquent, nous on a des déterministes qui peuvent être moins grands que d'autres, et malgré ça ils existent. Donc les individus sont très probablement pas, selon la théorie du changement de pouvoir écologique, ceux qui peuvent enclencher cette transformation écologique-là. Donc le deuxième discours c'est de dire, les boîtes alors. Les boîtes, en particulier les grosses boîtes, les petites ont plus tendance à avoir à la fois un management et une procédure de décision plus souple parce que elles peuvent avoir des actionnaires familiales ou des structures un peu moins rigides, mais d'un autre côté, elles sont souvent prisonnières d'écosystèmes qui dépendent de plus grosses boîtes. Donc il y a une marge de manœuvre plus restreinte. Quand je dis boîte par défaut, moi je parle de grandes entreprises. Donc est-ce que les entreprises peuvent enclencher la transformation écologique ? Alors, de fait, elles n'ont pas d'intérêt à se transformer parce que ça veut dire qu'elles s'imposent une contrainte supplémentaire par rapport à leurs concurrents. Aujourd'hui, si vous voulez produire de manière plus responsable, que ce soit socialement ou écologiquement, vous êtes obligé de vous rajouter des règles du jeu sur un plateau qui veut que vous en ayez le moins possible. C'est comme si vous aviez des petites coquilles de noix, et si vous mettez davantage de petits cailloux sur une que les autres, et ben forcément elle coule. Soit elle coule, soit elle est contrainte de s'adresser à des gens comme nous, ou à des gens en tout cas comme Lou et moi, c'est-à-dire des consommateurs par exemple, des gens qui ont envie de consommer plus responsable. Mais le problème, c'est que ça s'adressera à une petite portion de la population, et que le reste, à cause des fameux déterminismes économiques, ne pourra pas se permettre d'aller là-dessus. Donc il y a fondamentalement cette contradiction à l'intérieur du mécanisme de fonctionnement aujourd'hui des entreprises économiques et financiers, qui fait qu'elles ne peuvent pas, quand bien même elles le voudraient sincèrement, elles ne peuvent pas être le fer de lance de la transformation écologique, parce qu'elles sont coincées dans un système qui les dégrade immédiatement sitôt qu'elles s'engagent.
Et c'est de là, par ailleurs, qu'émerge le greenwashing, hein, qui est un peu cette distinction, cet écart, ce gap entre le fait que vous ayez aujourd'hui une conscience écologique de plus en plus poussée dans la société, en particulier chez les jeunes ou chez certaines portions des consommateurs, et que donc les boîtes se sentent obligées de s'engager là-dessus, mais que pour autant, elles ne peuvent pas changer les mécanismes économiques à l'intérieur, parce que les gens qui s'occupent des sujets environnementaux et les gens qui s'occupent de la stratégie économique et financière des boîtes ne sont pas les mêmes et ne sont pas placés au même échelon. Et donc, la distinction entre ces deux choses-là, le fossé, ça se traduit par du greenwashing. Le fait de promettre des choses qu'on ne peut pas tenir fondamentalement à cause de son modèle économique. Donc, on est obligé de regarder le troisième côté du triangle, les pouvoirs publics. Et pourquoi est-ce que nous, on considère que c'est les pouvoirs publics qui doivent enclencher cette transformation écologique? Parce que c'est eux qui tiennent dans la main la marge de manœuvre la plus grande pour transformer les déterminismes. Ce dont je vous parlais pour les entreprises, en fait, c'est aussi des macrostructures. La macrostructure qui fait que pour être une boîte aujourd'hui, vous devez faire du profit, donc vous devez être compétitif. Et aujourd'hui, pour être compétitif, vous ne pouvez pas intégrer les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, qu'est-ce qui peut changer ces règles-là? Forcément, à un moment, ceux qui ont les cartes en main, ça ne peut être que les pouvoirs publics. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut analyser ça simplement et dire tout doit passer uniquement par là. Mais ça veut dire que très probablement, l'acteur d'impulsion, c'est celui-là. Et vous avez par ailleurs différentes échelles. L'école des ponts en est une. Donc comment est-ce qu'on fait ensuite? On se dit que si on veut s'engager, il faut qu'on réussisse à changer des régulations. Ça ne veut pas dire forcément agir seulement sur les pouvoirs publics. Nous, on va vous donner l'exemple de Point Rêve écologique qui justement a agi sur les pouvoirs publics en agissant sur l'enseignement supérieur. Mais ça veut dire que vous pouvez utiliser différents endroits de ce triangle pour agir. Donc ça, au niveau individuel d'abord, vous pouvez le transformer en un triangle plus fonctionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire au niveau individuel? Bon, il y a ce vers quoi on renvoie en général l'engagement écologique, c'est-à-dire l'engagement personnel, moi en tant que personne, moi en tant qu'individu, pas en tant qu'individu social, mais en tant que personne. Et donc, typiquement, je peux faire des gestes individuels, c'est-à-dire, en gros, prendre l'avion le moins possible, voire pas du tout, réduire si possible l'usage de la voiture, réduire si possible ma consommation de viande, des choses comme ça qui sont les grands postes d'émission. Et on peut discuter autour de soi et avoir un engagement relativement élevé. Du côté de l'engagement sociétal, pouvoir public, on peut se dire, bon, moi je veux faire du plaidoyer dans ma vie associative. Donc ça dépasse un peu mon engagement personnel, mais ça reste dans la vie que je mène en dehors du travail. C'est-à-dire par exemple avoir un engagement associatif, comme nous on l'a, ou un engagement partisan dans un parti politique à une échelle plus ou moins élevée, pour changer les choses par ce modèle-là. Et vous avez un troisième levier sur lequel nous on a beaucoup travaillé à Point Rêve écologique, qui est l'engagement professionnel. Donc de se dire qu'on peut avoir monté un collectif de salariés dans sa boîte, monter un collectif d'employés dans un endroit comme l'école des ponts, avoir un engagement syndical et considérer, comme les auteurs du manifeste l'ont fait, qu'il n'y avait plus de pont entre la vie privée et la vie professionnelle, au moins pour ceux qui ont la chance d'être CSP+. Et je pense que c'est un point essentiel, c'est qu'on ne peut pas demander la même chose à tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ce point-là d'entrée au niveau individuel, il faut pouvoir le passer au niveau macroscopique. Sauf que nous, on est tout un tas de petits individus et on a l'impression qu'on ne peut rien faire tout seul. Ce qui à la fois est pas faux et pas complètement vrai. Parce que la manière de passer des modifications individuelles de pratiques, de comportements, d'habitudes, d'engagement aux changements macrostructurels collectifs qui sont décidés à une échelle bien plus haute que la seule échelle de l'individu, c'est de passer par des collectifs, par des associations, par des syndicats, par des groupements, de faire en sorte qu'on puisse porter une revendication politique, et politique au sens de ça touche la vie de la cité. Politique, ça ne veut pas dire partisan, il y a une différence fondamentale à faire là. Politique, ça veut dire ça concerne la manière dont on vit tous, individuellement et collectivement. Et donc on a besoin d'avoir ces plateformes politiques pour un réveil écologique en est une. Il y a plein d'autres associations qui le sont aussi. On a besoin d'avoir ces plateformes politiques pour pouvoir demander des changements plus profonds que si on était simplement des individus. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec Pour un rêve écologique, et notamment à travers l'exemple de l'enseignement supérieur, mais avec d'autres, on a utilisé le fait qu'aujourd'hui, ou à l'époque où ça a commencé, on n'avait pas de formation sur les enjeux environnementaux, pour en réclamer à nos écoles, et progressivement, cette question-là de la formation initiale aux enjeux écologiques, elle est entrée en politique. Et de fait, ça a impacté les pouvoirs publics qui aujourd'hui ont pris des mesures sur la question à partir de la réunion de tout un tas de groupes d'étudiants, pas que pour un rêve écologique, il y avait beaucoup d'autres associations, et de la part d'écoles volontaristes sur la question.
On a deux pôles principaux. Je vais commencer pour continuer par l'exemple de l'ESR. L'ESR, ce qui s'est passé, c'est que c'était un petit peu en retrait dans le texte initial du manifeste. C'est un pôle qui s'est constitué directement après, de se dire, nous, en tant qu'étudiants, l'endroit où on a le plus d'agentivité aujourd'hui, l'endroit où on a le plus de marge de manœuvre, eh ben, c'est peut-être l'endroit où on étudie. Et donc, on a eu de plus en plus de membres ou de sympathisants, de gens qui avaient signé le manifeste, qui, progressivement, ont été voir leur direction, ont été voir leur administration, et leur ont demandé, bon, comment est-ce qu'on fait pour que les maquettes pédagogiques aujourd'hui répondent aux enjeux auxquels moi, dans ma vie professionnelle, je vais avoir besoin de répondre. Et donc, ça s'est constitué progressivement. Lou vous en parlera mieux que moi, parce qu'elle fait partie de ce pôle enseignement supérieur, mais on a progressivement fait des kits pour les étudiants, pour qu'ils puissent aller parler à leur administration et leur demander des cours sur ces questions-là. Ça s'est fait progressivement. On a eu un rapport qui a montré que les écoles du supérieur n'étaient pas à la hauteur sur ces questions-là, et que donc il y avait besoin non seulement d'un coup d'accélérateur, mais en plus d'un coup de pouce potentiel de la part des pouvoirs publics. Un rapport en est sorti, qui a été commandité par le ministère de l'Enseignement supérieur à Jean Jouzel et Lucas Badi, auquel Pour un rêve écologique était associé, qui est sorti en 2021, en 2022, pardon, il me semble bien, et suite à ce rapport-là, il y a eu l'entrée en politique officielle de ce sujet-là avec la ministre de l'Enseignement supérieur qui a annoncé dans la chouette ville de Bordeaux l'année dernière que d'ici 2027, tous les étudiants du supérieur devaient être formés à la transition écologique. Sauf qu'une fois que vous arrivez là, en fait, vous n'avez même pas fait l'essentiel du chemin. Vous avez juste apporté votre sujet à une table qui va permettre que ce soit pris en compte par une grande partie des acteurs. Sauf qu'il faut après pouvoir observer, et c'est ce que fait l'équipe enseignement aujourd'hui au quotidien, les moyens qui sont mis sur la table, les ambitions respectives des acteurs, la teneur aussi des enseignements qui sont faits. Si on a simplement une fresque du climat ou un enseignement au fonctionnement physico-chimique de la planète, eh ben, on n'a pas derrière des vrais changements structurels dans les enseignements et dans la manière dont, une fois que vous êtes diplômé, vous allez pouvoir pratiquer votre métier avec des recettes qui ne sont plus les recettes d'hier. Donc, fondamentalement, il y a toutes ces questions-là qui ont avancé beaucoup plus par la création d'un collectif et par l'engagement individuel de chacun des membres de Pour un rêve écologique et d'ailleurs, dans ces questions-là. Parce que dans ce processus, alors il y a Pré, Pour un rêve écologique, mais il y a aussi évidemment d'autres associations, il y a les membres des administrations, il y a des élèves sympathisants qui n'étaient pas forcément à l'intérieur, il y a tout un écosystème d'acteurs qui a permis progressivement que ce sujet émerge. Notre deuxième grand pôle, et je vous le fais rapidement parce qu'on pourra peut-être en discuter après dans les questions, c'est celui qui je pense est le plus intéressant pour ceux d'entre vous aujourd'hui qui sont étudiants, c'est le pôle employeur. Le pôle employeur qui avait le rôle un petit peu compliqué de se dire, bon, nous on va essayer de contribuer à ce que le monde économique revienne dans les limites planétaires. Spoiler alert, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que c'est en cours, avec un peu de chance. Le pôle employeur, il avait une stratégie qui était un petit peu différente, qui était de se dire, puisqu'on est des étudiants de grandes écoles, on a la possibilité de choisir notre employeur. Et donc, on a eu une première stratégie qui était de la pression en externe sur ces grandes boîtes qui ont envie de recruter notamment des ingénieurs. Et donc, on a fait tout un tas de kits anti-greenwashing, de kits pour les entretiens d'embauche. On a fait des questionnaires dans lesquels on demandait aux entreprises de remplir tout un tas de questions pour que les étudiants puissent, dans leur secteur, trouver la boîte qui leur paraissait la plus appropriée pour leurs engagements personnels. Et à côté de ça, on a fait une pression, on a créé des outils pour exercer une pression en interne depuis l'entreprise sur les sujets environnementaux. La stratégie du sandwich. Cette pression-là en interne, elle passait notamment par le fait de pouvoir créer un collectif de salariés qui, sans remplacer un syndicat, mais qui progressivement allait pouvoir faire émerger des questions comme la stratégie de l'entreprise. On a écrit un petit guide là-dessus, si au cours de vos stages ou emplois respectifs, vous voulez créer un collectif. Ça passait aussi par la création du radar environnement social avec le syndicat, la CGT, pour que justement on coupe ce nœud gordien qui existe aujourd'hui entre les engagements sociaux et les engagements environnementaux, et de se dire les syndicats aujourd'hui prennent en compte les enjeux environnementaux au même titre qu'ils le faisaient auparavant avec les enjeux sociaux, c'est absolument le même problème. Et donc on a multiplié ces stratégies-là pour essayer d'avoir des champs d'action les plus larges possibles autour des entreprises. Je vais peut-être laisser Lou compléter sur l'ESR, si... Ouais, du coup sur l'enseignement supérieur, comme Léa l'a dit, en fait, je pense que la principale avancée depuis 2018, c'est que c'est devenu un vrai sujet. En fait, je pense qu'avant, quand on parlait d'écologie, on parlait vraiment d'action dans les entreprises. Et aujourd'hui, le sujet de la formation, d'ailleurs pas que l'enseignement supérieur, mais aussi la formation continue, est devenu un sujet dont on parle quand même, enfin, qui est assez médiatique. Et aujourd'hui, les écoles s'emparent un peu de ce sujet. En tout cas, vont utiliser le terme écologique quelque part dans leur plaquette. Après, selon les écoles, les engagements sont très différents. Et du coup, nous, on a
un des travaux les plus récents qu'on a fait, c'est un plaidoyer qui en gros est sur 3 aspects. Il y a vraiment un aspect de gouvernance en fait pour mettre en place une vraie transformation écologique, que ce soit d'une école, mais c'est la même chose pour tout type d'organisme, en fait, pour une entreprise, c'est pareil. Il y a aussi des sujets de gouvernance, comment on s'organise, il faut embaucher des gens, il faut des moyens financiers, mais aussi humains, et il faut faire en sorte de mettre tout le monde autour de la table. Donc on a toute une partie là-dessus, et puis là, on a une partie aussi sur les impacts directs. Encore une fois, comme n'importe quel organisme, il y a aussi réfléchir à ces impacts directs. Comme ici, à l'École des Ponts, il y a un premier bilan carbone qui a été fait, et on peut ensuite réfléchir à comment on réduit ce bilan. Et après, le cœur en fait, du plaidoyer, c'est vraiment comment on forme correctement les étudiants et étudiantes de notre établissement. Et pour aller très très vite, en gros, nous, du coup, ce qu'on préconise, c'est vraiment un gros tronc commun et enfin, un nombre d'heures assez élevé, 100 heures en licence, 100 heures pour le niveau master, avec l'idée qu'en fait, pour vraiment aborder de façon profonde les enjeux écologiques, il faut pouvoir parler des constats, donc des constats physiques. Et ce qui est pratique justement en école d'ingénieur, c'est qu'on a les outils pour comprendre plus rapidement tout ce qui est fonctionnement climatique, par exemple, fonctionnement, enfin vraiment bio et physico-chimique de la planète, de la biosphère. Mais après, il y a aussi tout un enjeu à revenir aux causes en fait profondes de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et là, il y a peut-être des choses aussi qui sont où justement dans les formations actuelles d'ingénieurs, on a des petites lacunes. Et c'est aussi ultra important d'avoir une vision pluridisciplinaire et d'avoir aussi une incursion des sciences sociales pour essayer de comprendre aussi que tout ça est lié aussi à une façon de s'organiser, enfin notre société s'organise d'une certaine façon qui aujourd'hui conduit à une destruction massive de l'environnement. Donc nous, on veut vraiment constat, mais aussi cause et conséquences. Conséquences pour comprendre que ça va nous concerne directement et que du coup, il y a une urgence à agir très rapidement sur l'enseignement supérieur. Et du coup, on s'est dit que comme on était dans une école d'ingé, c'était aussi intéressant de reparler un peu de ce statut un peu particulier d'ingénieur, même s'il y a plein de choses que je vais dire ici, je pense qui s'appliquent pas que à cette catégorie de la population. Il n'y a pas très longtemps, on a eu l'occasion d'échanger notamment avec Olivier Lefebvre qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Du coup, il y a un peu on entend beaucoup parler de ça en ce moment, de cette dissonance cognitive qui est commune à beaucoup de gens de notre génération, mais notamment chez les ingénieurs, qui en fait pour beaucoup suivent un peu une voie d'excellence un peu par défaut de ok, t'es fort en maths, donc tu fais un bac S, ensuite tu fais une prépa, ensuite tu vas dans la meilleure école qui t'accepte. Et du coup souvent il y a beaucoup de gens qui se retrouvent une fois en école à se demander mais en fait qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle place j'ai envie d'avoir dans la société. Et en fait, le métier d'ingénieur est intrinsèquement lié historiquement à la révolution industrielle et au développement technologique. Donc il y a un fort lien entre les enjeux techniques, la technique et les ingénieurs. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait que, enfin, il y a des gens qui s'en étaient rendus compte il y a bien plus longtemps, mais que la technique est politique et que le fait de développer certaines techniques a une incidence ensuite sur nos choix de société. Et donc, en fait, c'est vraiment repenser aussi notre rapport au monde. Et du coup, Olivier Lefebvre, lui, sur l'illustration de son bouquin, là, il montre une cage dorée où, en fait, en tant qu'ingénieur, on est un peu dans cette dissonance où c'est très souvent, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui sont dans leur mode de vie individuel plutôt engagés, enfin pas tous, mais qui ont accès déjà à certains loisirs, par exemple, qui sont plutôt conscients, notamment des enjeux environnementaux, peut-être moins des enjeux sociaux. Et qui vont, je sais pas, faire du vélo le week-end, quoi, par exemple. Et il y a beaucoup ce truc de société du loisir aussi, où comme on fait partie d'une catégorie de la population qui est globalement bien rémunérée et plutôt valorisée socialement, il y a un peu ce truc, bon, mon travail me permet de gagner bien ma vie pour ensuite pouvoir m'échapper un peu, de partir faire des week-ends à la montagne et d'oublier un peu que, en fait, au quotidien, ce que je fais, c'est un petit bout de la chaîne, mais c'est un des rouages qui contribue en fait à la destruction des écosystèmes notamment. Et du coup, il y a vraiment cette réflexion à avoir sur le rôle qu'on a. Et ça passe notamment par dans quel secteur on travaille notamment, à compétences égales. Et un des sujets qui revient beaucoup aujourd'hui, c'est celui de la bifurcation, notamment depuis les discours des étudiants d'AgroParisTech, qui a pas mal secoué en fait beaucoup de gens en bien ou en mal. Et du coup, il y a ce débat. Nous, on nous pose très souvent la question, mais est-ce que vous préférez bifurquer, donc bifurquer vu comme le fait de tout quitter un peu et d'aller dans le fond du Larzac, ou changer les choses dans l'intérieur?
Et du coup, nous, on a un regard un petit peu moins dualiste sur cette question-là, où en fait, déjà, très souvent, on considérait que ces élèves-là, notamment ceux qui partaient typiquement s'installer en agriculture, en sortant d'agro, on considérait qu'ils quittaient tout et qu'ils ne respectaient pas l'engagement, l'investissement qu'on avait fait en eux, en leur payant des études en agro, etc. Même si en soi, on peut se dire qu'ils contribuent toujours à notre société, c'est-à-dire qu'ils vont aller contribuer à nous nourrir, typiquement. Donc en fait, ils font toujours partie de la société, ils s'en excluent pas totalement. Et en fait, il y a des intermédiaires aussi à trouver. Et très souvent, on met en avant le fait de changer les choses de l'intérieur. C'est quelque chose qui est très romancé, je pense un peu fantasmé, auquel beaucoup de gens se heurtent quand même dans certains types de structures. En fait, quand on arrive jeune diplômé, tout en bas de l'échelle, c'est très compliqué en fait de changer les choses de l'intérieur. Là, on peut essayer de le faire, notamment avec les stratégies qu'évoquait Léa, donc de se réunir. Déjà, on est toujours plus fort à plusieurs. Et puis après, ça dépend aussi des structures, quoi. L'intérieur, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est les grosses boîtes? Est-ce que c'est la fonction publique? Je sais que dans le collectif, par exemple, il y a beaucoup de gens qui choisissent la voie de la fonction publique en y voyant peut-être un peu plus d'espoir que dans certaines grosses boîtes. Après, c'est assez intéressant aussi de voir que l'aspect chantage à l'emploi, nous, c'est l'outil sur lequel on s'est basé, et on sait que ça peut faire peur à certaines boîtes, même si dans les faits, ils arrivent toujours à recruter. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ne recrutent pas, par exemple, une boîte comme Total, qui est aujourd'hui vraiment affichée, je pense, comme la boîte la moins écolo. Enfin, c'est comme ça qu'elle est vue, même si, il y a plein d'autres boîtes qui sont pas forcément mieux, mais elle est vraiment vue comme une boîte pas écolo. Et du coup, il y a beaucoup de gens, moi je connais même des gens qui sont pas particulièrement écolos, mais qui ont quand même ces préoccupations, qui refusent d'aller travailler pour Total, typiquement. Donc eux, ils continuent à recruter quand même, mais du coup, des gens qui, typiquement, sont pas du tout compétents sur les questions écologiques, parce que ceux-là ne veulent pas bosser chez eux. Et du coup, ils sont de moins en moins... ils sont dans une trajectoire qui est pas forcément de se rapprocher des objectifs, mais au contraire s'en éloigner, parce que les gens au sein de leur équipe ne deviennent pas plus formés sur ces enjeux-là. Même si voilà, donc du coup, il y a un peu des limites du chantage à l'emploi, mais c'est un truc aussi à penser collectivement. Donc si on se dit, c'est pas une personne qui refuse un taf qui va changer l'orientation de la boîte, mais s'il y a un mouvement massif, ça peut aussi ça peut questionner en tout cas au moins certaines boîtes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fait de changer les choses de l'intérieur ou tout quitter, il y a ce truc des gens qui partent et qui changent complètement qui ne vont pas du tout dans les voies qui leur sont tracées par notamment leurs études. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, ils ouvrent un peu le champ des possibles. Donc du coup, ça permet de se dire, c'est possible de faire autrement. Et aussi, ils vont aller créer en fait une alternative. Ensuite, il y a l'enjeu de comment on embarque ceux qui n'ont pas le choix de faire ça aussi. Parce que là, c'est vrai que en sortant de grandes écoles, parfois en venant de certains milieux qui sont assez privilégiés, on a cette possibilité de dire, je vais tout plaquer, je vais tenter un truc. Et tout le monde n'a pas cette possibilité-là, en fait, d'échapper en partie au système. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, au contraire, décident de rester pour les gens qui ne peuvent pas partir, en fait. Et d'aller changer les choses internes, notamment dans l'administration. C'est aussi un choix en fait, c'est un choix qui doit se faire à l'échelle individuelle, mais qu'il faut vraiment replacer dans une vision plus globale, en fait, de qu'est-ce qu'on veut comme société. Et typiquement, nous, un des chantiers, un des travaux qu'on mène aujourd'hui assez activement dans le collectif, ça s'appelle Pour l'emploi de demain, et c'est vraiment réfléchir à quels sont les secteurs. On a identifié 15 ou 16 maintenant, je ne sais plus, 16 chantiers, qui sont en fait les endroits où on a identifié qu'on va manquer de main-d'œuvre ou de compétences dans les années à venir pour enclencher la transformation écologique. Puisque par exemple, un des secteurs qui est le plus connu là-dessus, c'est la rénovation énergétique. En fait, aujourd'hui, on a des objectifs très ambitieux de rénovation des bâtiments, mais on n'a juste pas la main-d'œuvre derrière qui colle. Donc on n'a juste pas assez de gens qui sont formés à faire de la rénovation. Donc en fait, il ne faut pas oublier que le facteur humain, ça peut aussi être un facteur bloquant. Il n'y a pas que les questions de matériaux ou de financement, il y a aussi des questions humaines, de ressources humaines. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il faut former plein de gens dans la rénovation énergétique. Du coup, dans la rénovation énergétique, typiquement, c'est des métiers très différents. Enfin, ça peut être, il faut des cadres, mais il faut aussi beaucoup d'artisans. C'est surtout des artisans dont on manque. Et du coup, voilà, nous, on a identifié tous ces chantiers-là en se disant peut-être qu'aujourd'hui, des gens qui se posent la question de comment je veux m'engager, c'est aussi dans quel secteur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus envie de faire de la RSE pour un groupe qui, je sais pas, fabrique des objets qui sont en fait fondamentalement inutiles. Faire mieux quelque chose d'inutile, en fait, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller directement faire quelque chose qui soit utile à la société?
Du coup, voilà, nous, on réfléchit à ces questions-là, puisque, encore une fois, on pense que l'emploi, qui est quand même quelque chose qui nous prend la majorité de notre temps, c'est assez primordial, et c'est aussi une façon de penser un peu globalement la transformation de la société. Plus globalement, pour un peu clôturer tout ça, nous, on a pas mal de présentations où on s'adresse particulièrement au public étudiant. Et du coup, pour motiver les étudiants à s'engager, et à s'engager du coup au-delà de l'échelle strictement individuelle des petits gestes, etc., il y a pas mal d'arguments en fait, qui est déjà que l'urgence écologique, les différentes catastrophes auxquelles on commence déjà à être confronté, c'est quelque chose qui peut être très tétanisant, notamment de par l'ampleur des changements à effectuer, mais c'est aussi quelque chose qui peut du coup nous pousser en fait, parce que c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Enfin, il va falloir qu'on agisse assez urgemment, donc il faut essayer de transformer quelque chose qui peut être très tétanisant en quelque chose qui nous motive. Ce qui est pratique aussi, c'est que, et ça, les étudiants d'AgroParisTech l'ont aussi bien mis en avant, c'est quand on est étudiant ou quand on est jeune diplômé, c'est le bon moment pour s'engager, parce que déjà, on a encore du temps disponible, principalement, et on n'est pas encore pris dans des dynamiques, des choses où on a des contraintes extérieures. Une fois qu'on commence à s'engager dans un métier ou dans un mode de vie, en fait, c'est compliqué de revenir en arrière, donc s'engager le plus vite possible, c'est toujours mieux. Et certaines choses qui peuvent être vues comme des aspects négatifs qui font que notre action ne va pas aboutir peuvent aussi être retournées en quelque chose de positif, notamment l'aspect inexpérience, le fait de découvrir un peu le monde encore. C'est quelque chose qui peut, notamment dans le cadre de quelque chose qu'il faut complètement repenser, c'est bien aussi d'avoir des visions, en fait, une sorte de vision extérieure et de venir questionner et de venir mettre les pieds dans le plat. Et c'est vrai que nous, par exemple, au sein du collectif, on nous demande souvent de venir faire des interventions, je sais pas, au MEDEF par exemple, parce qu'en fait, ils savent que en fait, nous, on s'en fiche, on arrive et on leur dit les choses et on n'a pas de choses qui nous retiennent parce qu'il y a telle ou telle coutume, telle ou telle habitude, en fait. Donc ça peut vraiment être vu comme une alliée et pas comme un fardeau, quoi. Et de la même façon, le fait qu'on soit la nouvelle génération, c'est aussi porteur d'espoir. Il y a aussi une identification qui peut être faite avec les enfants, les petits-enfants de certaines personnes à qui on s'adresse. Et aussi, un des trucs super importants, c'est que ça permet aussi s'engager notamment dans un asso ou dans un collectif, quel qu'il soit, c'est aussi s'entourer de gens qui vont partager des valeurs communes et avec qui on va pouvoir aussi préparer l'avenir en quelque sorte. Mais un point très important que vous voulez dire aussi, donc là on parle de vraiment s'engager en tant que jeune parce que nous c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait et notre collectif c'est un collectif de jeunes et d'étudiants et jeunes diplômés, donc voilà. Mais on voulait aussi profiter de cette présentation pour rappeler que il faut aussi que les pas jeunes s'engagent, voire peut-être même plus, parce que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et très souvent, voilà, on a fait ce petit mème qui représente un peu ce qu'on a l'impression ce qu'on nous dit très souvent, de compter beaucoup sur nos générations, de dire mais c'est super ce que vous faites, continuez comme ça. Mais en fait, c'est pas nous qui décidons aujourd'hui des orientations majeures de la société. Et du coup, c'est important qu'on soit écoutés, mais aussi qu'on soit repris et que les gens qui, eux, sont en position de décision suivent le mouvement et se forment aussi, parce que tout le monde a besoin de se former, et notamment des gens qui sont même en poste depuis des années, de faire du rattrapage sur les questions écologiques et sociales, et de nous aider dans cette grande transformation. Bonjour, j'avais juste une question. Quand on prend en compte le fait que plus de la moitié de notre empreinte carbone vient des importations, est-ce qu'il existe des liens à l'international? Je veux dire, est-ce que vous avez des liens avec ce qui se passe dans les autres pays en termes d'écologie et en termes de mouvement parce que c'est bien beau de faire, d'agir à notre échelle en tant que Français, mais est-ce qu'il y a des liens possibles avec les autres pays et donc d'agir de manière internationale pour faire vraiment bouger les choses? Déjà, il faut savoir que dans tous les pays, globalement, tu as des mouvements similaires aux nôtres, tu as plein d'assauts. Moi, je sais que parfois, tu peux avoir ce truc de dire t'agis là où t'es, en fait. T'agis là où t'es, et tu sais qu'il y a d'autres gens qui vont agir aux d'autres endroits, mais c'est assez pertinent comme question. Après, sur la question importation, je pense qu'aujourd'hui, il y a des forts enjeux aussi de relocalisation de beaucoup de notre consommation, et puis des réductions aussi de la consommation. Donc, si tu achètes moins de vêtements, ils viendront moins de Chine. Et après, est-ce que nous, particulièrement, on a je sais pas si tu as d'autres trucs à dire sur l'international? Non, on a eu des connexions à un moment avec en particulier d'autres collectifs ou associations dans l'Union européenne.
C'est moins le cas aujourd'hui parce que en fait, c'est des structures qui sont très souvent bénévoles et donc il y a une question fondamentalement de temps, d'asymétrie d'information. Le Covid a aussi cassé quand même pas mal de ces structures-là et donc c'est un milieu qui est en train de se reconstruire en fait. Et donc il y a eu forcément une perte d'information. Mais c'est toujours dans la liste des choses à faire, j'ai l'impression, des associations, que de créer des liens avec les autres associations, que ce soit au niveau national, local ou international. Et donc c'est évidemment quelque chose à faire, mais c'est malheureusement plus dans le côté temporel et organisationnel des structures que ça joue. Et puis aussi, il y a certains réseaux qui existent à l'échelle internationale, notamment là, il y a plusieurs associations de désobéissance civile, comme en France, je ne sais pas si c'est XR ou si c'est Dernière Innovation, mais qui sont dans les sortes de réseaux internationaux où dans chaque pays, plutôt les pays occidentaux, tu as des assos comme ça qui sont financés en fait par les mêmes gens, donc il y a un peu un lien entre ces différentes orgas qui ont des modes d'action un peu similaires. Et après, tu peux aussi venir soutenir, parfois il y a par exemple sur le projet ICOP de Total en Ouganda, il y a un travail vraiment conjoint entre du coup des gens qui se mobilisent en France, en Belgique, mais aussi des gens qui se mobilisent sur le terrain en Ouganda, et du coup tu peux aussi venir soutenir des actions locales comme ça qui sont menées par les premiers concernés, quoi. Bonjour. Parmi les grands chantiers, vous aviez parlé de la transition hydrique et je voulais savoir ce que ça voulait dire. Alors justement, c'est ça le 16e qu'on vient de rajouter. Je dis 16 et je dis 16 après parce que c'est celui qu'on vient de rajouter. En fait, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'eau aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de méga-bassines, par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est un vrai... En fait, au début, nous, on pensait l'avoir un peu de façon transverse dans les différents chantiers qu'on avait par ailleurs. Donc par exemple, l'agroécologie ou... surtout l'agroécologie, et puis même je sais pas, sur le bâtiment aussi, par exemple, ou tous les trucs qui consomment de l'eau, quoi. Mais là, du coup, on s'est dit que ça valait peut-être le coup d'avoir un chantier à part qui réfléchisse à comment on assure un approvisionnement en eau équitable et continu, qui permette de vivre dans un monde qui change, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais c'est réfléchir à ces questions d'eau qui sont quand même aujourd'hui au cœur des enjeux écologiques, quoi. Moi, ma question elle porte plus sur le côté formation. Donc, la première étape, c'est déjà d'avoir des cours sur la transition écologique et ces enjeux-là. Mais donc, en première année à l'école des ponts, on a eu un cours qui a été mis en place. Et un des problèmes que j'ai ressenti, c'est que c'est un peu comme dans toute notre scolarité, les cours de sciences sont entre guillemets un peu au-dessus et tous les autres cours sont en dessous parce que finalement, en maths, soit tu sais faire ton calcul, soit tu sais pas le faire. En français, tu écris un texte et il n'y a pas vraiment de est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Et ce qui fait que finalement, dans le cours qu'on a eu, on s'est moins investi que dans les autres cours parce que tout simplement, c'est une question d'habitude, mais aussi, si tu fais un minimum, tu valides quand même. Et ton cours de MMC, si tu ne bosses pas, tu ne le valides pas. Et donc, est-ce que vous avez aussi des actions là-dessus pour essayer de faire changer ça et des pistes de solutions pour ce problème ? On peut regarder très fort le directeur de l'école des ponts, non? On vous laisse peut-être répondre après, si vous voulez. Alors, on n'a pas de formule magique sur ces trucs-là, mais c'est fondamentalement le vrai problème. Enfin, c'est d'autant plus vrai dans les écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai fait une école de sciences sociales, et en fait, comme c'est quelque chose qui interagit beaucoup plus facilement avec les questions d'histoire, de sociologie, de sciences politiques, on avait moins cet accro-là. Donc, la question, c'est que d'une part, au-delà de ces questions-là, juste de quantité de temps et de part-temps qui est attribué à ces trucs-là, c'est que c'est en plus un enjeu systémique, donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'approcher que par le carbone, qui est facile à comptabiliser. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de carbone, c'est que c'est beaucoup plus difficile de trouver des métriques de ce genre-là sur les ressources, sur l'eau, sur la biodiversité. Donc il y a cet aspect systémique-là qui est assez complexe à intégrer dans la perspective d'une école d'ingénieur et donc dans une formation aussi fondamentalement liée à la technique. Et puis juste, il y a la remise en cause aussi fondamentalement de certaines choses que vous apprenez par ailleurs dans certains cours. Et sinon remise en cause, au moins modification des pratiques actuelles. Typiquement, pont et chaussée, dans l'intitulé même de l'école, il y a cette question de l'infrastructure qui va être absolument fondamentale pour la transformation écologique, mais qui pourront plus être construites avec les règles du XXe siècle. Et donc réorganiser tout ça, je pense, va prendre un petit peu de temps. Et c'est à mon avis des recettes qui sont un petit peu en cours. On vous laisse peut-être répondre ? Là, c'est un traquenard. Vous avez bien fait d'être là. Merci. Je suis venu exprès pour que ce soit un traquenard. Surtout quand on me tend un micro, j'arrive pas à refuser. C'est horrible. Non, d'abord, avant de répondre, un grand merci
pour cette présentation et les questions que ça soulève. Je me suis noté, j'ai 42 questions, donc vous aurez le choix d'en choisir 2. Le cours d'Émeric vient de passer à 18 ECTS. Là, après la question. Voilà. Je pense que vous allez le bosser à 18 ECTS. C'était ma réponse. Non, je rigole. Ça pourrait être ça. Non, mais plus sérieusement, la question de... Je vais commencer par le début. Lou et Léa parlent de formation à la transition écologique et effectivement il faut être précis sur ce que ça veut dire formation. Je ne dis pas que vous n'avez pas été précise, mais il y a la sensibilisation à ce que sont les enjeux du développement durable et de la réponse à l'urgence écologique. Ça c'est notamment tout ce qui est fait dans le premier cycle universitaire suite au rapport Jouzel. Arrêtez-moi si je me trompe, mais qui sont dans un premier temps plutôt des enjeux de sensibilisation, de remise en perspective des problématiques qui sont devant nous. Et notre ambition à l'école des ponts, c'est, et heureusement, d'aller au-delà des enjeux de la sensibilisation pour rentrer dans la construction. On a ce concept qu'on a développé là depuis quelques mois d'être une vraie fabrique de la transition écologique, mais ça c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va au cœur de ce que Léa et Lou disent, c'est-à-dire que dans chacun des cours, même des cours très scientifiques, même des cours de comment on fait un pont, comment on fait une infrastructure routière, comment on les enseigne et on les fait avec un regard différent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout balayer d'un revers de la main, je veux dire, bien entendu qu'il y a plein de choses à garder, mais de se dire comment l'environnement et les enjeux de la biodiversité sont plus des sujets qui sont périphériques à la manière dont on va penser la formation, mais bien au cœur, quasiment l'élément pour lequel on va construire le cours. Et ça, c'est pas facile pour une raison simple, hein, c'est que la transformation, parce qu'il s'agit de plans de transformation des formations, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps, et il faut se tester. Mais ça vient de loin dans cette école, je regarde Émeric parce qu'il en est l'un des artisans principaux. L'école a depuis maintenant plus de 10 ans, je pense, une feuille de route pour intégrer dans ses enseignements les enjeux de la transition écologique, avec différentes étapes dans cette feuille de route, assis sur un certain nombre de compétences, et c'est cette feuille de route qu'on essaie de décliner. Et je rebondis sur un autre point, je ne sais pas si c'était une des questions ou c'est Lou qui l'a dit, sur l'enjeu des humanités ou des sciences sociales, ou ce que vous dites quand vous parlez du français. Moi, je suis convaincu, et je vous l'ai déjà dit, que vous devez être des bons scientifiques, c'est ce qui fait votre plus-value, hein. Sinon vous pouvez aller dans une école de commerce ou à Sciences Po. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez choisi des études d'ingénieur et donc vous avez un goût naturel pour les sciences et il faut le garder parce que vous êtes bon pour faire ça, mais effectivement, ça ne suffit pas. Et donc, c'est à nous de vous accompagner pour vous augmenter, entre guillemets, vous upgrader avec toutes les dimensions, que ce soit l'épistémologie, que ce soit effectivement les arts, on en parle souvent avec Émeric, enfin, d'autres dimensions beaucoup plus sensibles qui sont nécessaires pour que vous soyez des acteurs vraiment responsables et pleinement outillés pour pouvoir vous confronter à ça. Voilà. Je ne suis pas beaucoup plus loin sur la formation, mais votre question a été pertinente et sincèrement, c'est vraiment une œuvre en continu et on en a encore reparlé mercredi dernier quand j'ai fait un amphi. On va encore en reparler dans les mois qui viennent et vous allez le voir, vous ou vos successeurs, enfin vous avez déjà vu ce qu'on a déjà mis en place et puis vos successeurs verront les incréments successifs à ça. Voilà. Mais non, je ne vais pas passer le cours d'Émeric à 18 ECTS, rassurez-vous. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Ça me fait penser aussi à quelque chose, une punchline qu'une fois un mec de ma promo avait dit. C'est que là, on a beaucoup du coup, enfin en école d'ingé, on nous apprend beaucoup à répondre à la question de comment, donc comment construire un pont par exemple, comment construire une route. Et du coup, il faut aussi apprendre à se poser la question du pourquoi. En fait, pourquoi on construit cette route et est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est encore un projet qui est d'actualité? Mais voilà, je trouve ça intéressant de changer le prisme, de pas se poser seulement la question de comment on fait concrètement, physiquement, etc., mais aussi de réfléchir à quel est le sens qu'on donne à ça, quoi. Et fondamentalement, c'est réunir ça, le comment de la technique et le pourquoi des sciences politiques. Enfin, c'est ça qui est fondamentalement au cœur de la transformation écologique, et c'est pour ça que c'est si difficile. C'est que c'est un chantier systémique qui réunit plein de manières de penser différentes et qui implique de désapprendre à penser d'une certaine manière pour certaines disciplines. Donc c'est évidemment pas du tout évident. Votre collectif, il s'adresse donc principalement, j'ai compris, à des élèves, des étudiants de grandes écoles.
qui auront après des postes de cadre, qui auront des postes peut-être influents. Mais est-ce que vous avez quelque chose pour le reste de la population finalement comment sensibiliser cette tranche qui est peut-être un peu moins, qui a un peu moins d'affinité avec ces questions? En fait, on a fait ça parce que c'était qui on était au départ. On était des étudiants de grandes écoles, on était plus ou moins des privilégiés, et donc on a pris cet angle qui est en fait même pas l'angle tant des CSP+, c'est les CSP+ au travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rallie cette interface qui a longtemps été considérée comme quelque chose qui était déconnecté de ses engagements personnels, avec non seulement ces engagements personnels-là, mais la profonde nécessité de refonder la manière dont on vit. Et donc c'est en partant du constat qu'on avait plus d'agentivité quand on était justement à un poste qui est plus ou moins décisionnel. Et à l'intérieur de cette classe des CSP+, il y a les jeunes CSP+, comme Lou et moi, qui avons un pouvoir décisionnel assez faible dans les structures, et il y a ceux qui ont le pouvoir, qui aujourd'hui sont des quarantenaires, des quinquagénaires, et dont on a besoin de l'engagement fondamental. Et c'est pour ça que cette slide, non seulement elle est très drôle, parce que Lou est quelqu'un d'hilarant, mais en plus, c'est peut-être la plus importante de toute la présentation qu'on ait fait. Et donc, on est parti de l'oncle de Spider-Man, qui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Aujourd'hui, comparativement, vous avez plus de pouvoir sur votre vie et sur le fonctionnement de la société quand vous êtes cadre dans un grand groupe ou dans une école ou dans la fonction publique que quand vous êtes... Ma mère est infirmière, elle a beaucoup moins d'agentivité sur les décisions qui sont prises autour d'elle. Et donc c'est fondamentalement cette question-là. Et on a essayé d'intégrer des universités, en particulier pour ne pas rester que dans cet aspect grandes écoles. Ça n'a pas marché pour des raisons organisationnelles qui sont que les associations d'universités sont un peu moins vivaces en général que celles de grandes écoles, qui sont nombreuses et actives. Mais l'idée est de faire reposer la charge de manière équitable. Et donc on ne peut pas considérer que tous les individus sont égaux aujourd'hui, et que donc il faut qu'ils prennent la même portion de charge. Et d'ailleurs c'est une des choses importantes quand on parle de transformation écologique. Les sondages, ou en tout cas les prises d'opinion, vous montrent que un des aspects les plus importants, c'est que l'effort soit réparti de manière juste et équitable. Et donc c'est aussi le discours qu'on porte, parce qu'on est souvent devant des assemblées de CSP+, qui, comme Lou l'a dit tout à l'heure, parfois nous invitent pour se donner bonne conscience et dire bon, on a fait une fresque du climat et on a invité les petits jeunes qui nous racontent qu'il faut changer. Et donc fondamentalement, c'est aller au-delà de ça. Et aussi, nous, on a fait un sondage l'an dernier, on a refait un peu le même cette année, enfin avec des trucs qui diffèrent, sur tous les jeunes, je crois que c'était 18-25 ans 18-30. Pour savoir justement quelles étaient. Est-ce que le genre de question, c'est est-ce que tu serais prêt à renoncer à un travail si la boîte n'est pas à la hauteur, etc. Et en fait, entre les différentes catégories sociales, il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc en fait, il y a beaucoup cette image aujourd'hui, justement, des jeunes de grandes écoles qui sont super engagés et on a l'impression que les autres sont à la ramasse. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont peut-être moins aussi cette marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire qu'au fond, ils aimeraient avoir ce choix-là, mais ils ne l'ont pas forcément. Et après, nous, sinon, dans nos actions... Enfin, nous, au sein du collectif, du coup, on est tous des étudiants, donc quand même des gens qui... Enfin, on est forcément étudiants, en gros, ou jeunes diplômés. Mais par contre, c'est pas que étudiants de grandes écoles, hein, on est aussi... Enfin, c'est étudiants de façon générale. Et après... on s'adresse, nous, on essaie de s'adresser aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, aux grandes écoles, etc. Mais après, on fait aussi plein d'actions de com qui touchent en fait un peu tout le monde. Enfin, bon, on fait beaucoup sur LinkedIn, donc de fait, plutôt, voilà, on reste dans les mêmes catégories. Mais pas que. Enfin, on essaye aussi d'un peu de. Mais c'est vrai que nous, on se dit, l'important, c'est d'aller toucher là où, pour l'instant, ça décide, quoi. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. C'est vraiment super intéressant. Moi, j'avais une partie plus sur la biologie, en fait. On parle d'écologie, de réveil écologique, etc. Mais finalement, on n'a aucune notion de ce que c'est l'écologie. On a arrêté la biologie en seconde, première, parfois la terminale. Donc, est-ce que vous avez des relations peut-être avec des biologistes, avec des écologistes, des gens qui ont plus de notions là-dedans, je ne sais pas, sur le renouvellement, par exemple, des plantes, les écosystèmes, même géologique, finalement on parle de renouvellement des minéraux, toutes ces notions-là, finalement on n'a pas du tout traité. Ni dans les cours aujourd'hui dans la formation des ponts, on n'en parle pas du tout. On parle juste d'écologie, on a fait, comment ça s'appelle déjà, la frise du climat, voilà c'est ça. Donc, ça reste assez basique. Ouais. Ouais, bah après c'est ce que disait Léa tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a un gros prisme climat et carbone
Enfin, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, tout le monde parle de climat, crise climatique, carbone, parce que aussi c'est plus facile à comptabiliser, et aussi je pense que c'est parce que c'est plus facile d'avoir une approche très technosolutionniste en gros et très ingé. On va optimiser, alors que dès que tu inclus des notions, par exemple de biodiversité, typiquement vu que c'est un peu ça dont tu parles, c'est plus complexe quoi. Tu peux pas juste dire on va compenser là, la compensation en biodiversité c'est quand même assez complexe. Et après, je pense que... Alors nous, oui, on est en contact avec des gens qui font... Enfin, dans les chercheurs, notamment, les chercheurs avec qui on échange, il y a des chercheurs qui arrivent, eux, par le côté biologie, écologie. Et même dans les gens, dans nos membres au sein du collectif, il y a des gens, notamment ingé, mais agro, par exemple, donc qui, eux, pour le coup, ont beaucoup de bio dans leur formation. Et après, j'imagine... Vous avez aucun cours de bio au pont ? Non, vous n'avez aucun cours de bio, en fait, c'est vrai. Parce que moi, du coup, dans mon cursus d'ingé, j'ai fait des cours de bio, et notamment de biodiversité, etc. C'était super intéressant, et c'est vrai que ça fait peut-être partie, justement, des choses... Là, on dit qu'il faut intégrer plus de sciences sociales. Peut-être que ça fait aussi partie des disciplines qu'il faudrait aussi un peu remettre au goût du jour, notamment dans les écoles d'ingé, quoi, effectivement. Et sinon, on vous a montré tout à l'heure les affiches du GIEC et on essaie de faire la même chose avec l'IPBES. Donc on a réalisé avec les auteurs de l'IPBES et tout un tas de gens qui travaillent autour des questions de biodiversité, mais aussi d'eau et qui foncièrement sont toutes liées à ce thème-là. On a fait des synthèses en une page, en 10 points, comme on avait fait pour le GIEC, des rapports de l'IPBES. Et donc là, on est en discussion pour essayer de les afficher un peu partout. Ce qui fondamentalement ne résoudra pas le problème, mais participe un peu, je pense, et sans naïveté en disant que ça règle le problème, mais à acculturer un peu plus à l'idée qu'on a besoin de penser à ce qui aujourd'hui est fondamentalement un impensé de tout ce qu'on fait. Parce que du coup, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité en gros. C'est l'équivalent quoi. Et vous pouvez trouver toutes ces ressources extraordinaires sur pour-un-réveil-écologique.org évidemment. Oui, merci beaucoup pour la conférence. Est-ce que vous avez une solution face aux étudiants qui sont ouvertement contre des mesures un tout petit peu écologiques? Donc, juste pour tous les membres de l'administration, cette année, on a organisé le week-end d'intégration entièrement végétarien. Et donc, l'année dernière, on a fait un petit sondage parmi notre promotion pour savoir qui était pour, qui était contre. Et pour une mesure qui était de ne pas manger de viande pendant 2 jours et demi, on avait une moyenne de pour juste un tout petit peu au-dessus de 5. Voilà, donc quand on voit ça, non, j'exagère, elle était à 6 quoi, mais 6%. 6%. Enfin 6 sur 10, pardon. Oui. Ah non. J'ai eu super peur là, Désolée, je partais en courant. C'était sur 10. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a beaucoup parlé des bifurqueurs, mais... Déjà, sur la question VG, souvent le mieux c'est de ne pas le dire. Les gens ne remarquent pas forcément que c'est VG. Les premières années ne se sont pas trop plaints. Donc oui, voilà. Et après, moi je trouve que ce qui est le plus compliqué, et c'est des profils qu'il y a notamment en école d'ingé, c'est les gens qui savent, tu leur dis il va y avoir des morts, ils disent oui, ça je sais, et qui s'en fichent complètement. Ça, et qui sont très cyniques sur la situation, qui disent de toute façon c'est comme ça, le système est comme ça. Et ça, je sais que c'est très compliqué de parler avec ces gens-là. Je sais que même Valérie Masson-Delmotte, elle sait pas trop comment leur parler, donc je pense qu'on n'a pas trop la solution. Mais je pense que, notamment en école, je pense que c'est cool de donner une image positive en fait aux actions écolo. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, mais c'est pas forcément... essayer de faire en sorte que ce soit justement vu. Par exemple, les trucs végétariens, essayer de voir ça comme quelque chose de... Pas quelque chose qu'on enlève, mais quelque chose où qu'on va apporter d'autres choses, découvrir d'autres trucs, je sais pas, genre, vous allez découvrir le tofu, ça va être super, je sais pas, des trucs... Mais ça peut être très bon si c'est bien cuisiné. Est-ce que ça vous effraie pas? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de notre génération, juste si on prend ça, mais moi j'ai l'impression que c'est pas du tout une majorité. Déjà là, on est vraiment dans des milieux extrêmement privilégiés, et même parmi ces milieux-là, tout le monde n'est pas du tout pour changer ses modes de vie. Alors dans des milieux moins privilégiés, j'imagine bien que du coup les gens sont moins sensibilisés et sont moins prêts à agir.
Oui, alors, je pense que fondamentalement, derrière, il y a la question de quel projet politique, encore une fois, pas au sens de partisan, mais au sens de comment est-ce qu'on vit ensemble. Il faut un projet politique, écologique, qui soit en fait émancipateur, qui permette de faire comprendre qu'on peut vivre mieux dans un monde en transformation écologique qu'on ne le vit aujourd'hui, et en particulier pour les portions de la population qui aujourd'hui sont fondamentalement opposées aux politiques écologiques pour la raison précise qu'ils pensent que ça va les faire, que ça va les dégrader socialement. Parce que aujourd'hui, la manière dont elles sont pensées ces politiques, c'est parfois le cas. Et donc réussir à faire ça, c'est un peu la quadrature du cercle, quoi. Mais juste sur la question du climato-scepticisme, il y a aussi le fait que il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont pas convaincus que le réchauffement climatique soit un fait et qui même pas forcément par opposition pure à l'idée qu'on engage des transformations structurelles, disent oui mais il faut du temps pour l'autre côté aussi. Il faut que le côté des gens qui doutent puisse parler et qu'on puisse avoir la moitié du temps pour les écolos et l'autre moitié du temps pour les climato-sceptiques, parce que il faut que les gens puissent faire leur opinion. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait facile à extirper de la manière dont on communique et on débat, parce que il y a l'idée de pouvoir imposer ça comme un fait, pas une opinion, et ça ne marche pas. Et alors, je ne veux jeter le blâme sur personne, mais tout à l'heure, à la source, on l'a vu en arrivant, à la source, il y avait l'affiche de cette conférence. Il y avait un bouquin que j'ai écrit moi sur ces questions-là, et en dessous, il y avait 2 livres de Gérondeau, qui est un climato-sceptique notoire, et donc ça, c'était ici, dans cette école. Et donc, il y a la question aussi de pouvoir ce qui n'est pas normal, hein. Donc, il y a la question aussi de pouvoir se départir de l'idée qu'il faut 50% du temps pour les Juifs, 50% du temps pour Hitler. Enfin, voilà, il faut sortir de ces questions-là et pouvoir aller plus loin que le débat, qui malheureusement va encore rester prégnant dans la société pour un petit moment, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a partiellement, aujourd'hui, dans le débat public, réussi à le dépasser. Et le truc, c'est que pour la source, je suis assez persuadée que c'est pas quelqu'un qui travaille à la source qui est profondément malveillant et climato-sceptique qui l'a mis. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être aussi juste quelqu'un qui s'est dit il faut que les gens puissent avoir aussi l'opinion contraire. Et donc voilà, ça c'est un débat qui est pas simple, hein. Comment est-ce qu'on réussit à faire comprendre que aujourd'hui ce n'est plus une question. On sait que c'est plus une question, et donc maintenant la question n'est pas de si, mais c'est de comment ensuite on fait. Et peut-être sur comment embarquer notamment les gens de ta promo ou quoi. Je pense qu'aujourd'hui, notamment vis-à-vis du travail et la remise en question qu'on a du sens qu'on donne à notre métier, elle n'est pas du tout que sur les enjeux écologiques, quoi. Il y a aussi un truc de accorder plus de temps à notre vie personnelle et de pas être... on a changé de... Et ça, beaucoup, c'est plus partagé, je pense, que la question écologique dans notre génération. On veut plus d'un travail complètement aliénant... on n'est pas à fond dans le travail et juste pour ensuite pouvoir être à l'aise financièrement, etc. Et du coup, peut-être que cette question-là de retrouver du sens, de retrouver de la place pour notre vie personnelle, peut rejoindre les questions écologiques sur certains aspects. Et je peux dire, il y a peut-être certains métiers aujourd'hui qui sont décriés pour des questions écologiques, mais qui aussi sont pas forcément les plus agréables à vivre au quotidien. Et peut-être qu'il y a des points d'accroche comme ça à trouver entre des préoccupations qui sont beaucoup plus partagées dans notre génération. Mais c'est vrai on parle beaucoup des jeunes, etc., mais c'est une classe qui n'est pas du tout homogène. D'ailleurs, je vous invite à lire le bouquin de Salomé Seké, qui est très bien à ce sujet-là, qui montre un peu la diversité et tout, mais oui, il y a encore des choses à faire sur notre génération aussi. J'ai une question. sur la mesure, tout à l'heure, vous avez dit que peut-être que le fait de parler carbone, c'est aussi parce que c'est mesurable et que c'est vrai que nos ingénieurs ont tendance à aimer mieux aller sur du quanti mesurable que sur du quali, sciences sociales, sciences du vivant, par exemple. Mais je pense que en termes de mesure, tout ce qui est consommation d'eau liée à la fabrication technologique, c'est quelque chose de très mesurable. Moins facile il est beaucoup moins facile de faire des échanges style compensation carbone avec l'eau. C'est beaucoup plus territorialisé. Donc je me dis qu'il y a un grand enjeu à investir très lourdement dans la communication autour de ce que suppose l'investissement technologique en matière d'eau. Je pense notamment au nucléaire, la production nucléaire sur des rivières qui sont déjà à sec l'été. Comment est-ce qu'on va faire pour les refroidir ? Les fameux, je ne sais plus combien de petits réacteurs qui sont déjà, où il y a déjà l'été des gros problèmes de consommation d'eau et d'impact sur les rivières et sur notre eau potable. Donc recentrer sur l'eau, ça c'est très mesurable, c'est pas délocalisable. Il y a un enjeu là-dessus et avec l'enjeu sanitaire qui va derrière pour la santé globale, l'environnement et notre santé à nous, puisqu'il y a une explosion des cancers, des maladies inflammatoires liées à toutes les cochonneries
qu'on rejette dans l'eau quand on fabrique de la technologie. Voilà. Après, justement, je pense que la question de l'eau peut paraître mesurable a priori, parce qu'on se dit, on mesure en litres, et on nous dit souvent, je sais pas, un jean, ça consomme, je sais plus combien de litres d'eau. Ouais, beaucoup. Mais en fait, je pense que c'est quand même pas si simple que ça, parce que du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'eau qui est consommée? Est-ce que c'est de l'eau, par exemple, dans le cas du textile, c'est souvent de l'eau qui est polluée, en fait. Alors après, elle peut être polluée à différents niveaux, et on peut repolluer de l'eau qui est déjà polluée, donc du coup, ça. Et puis à l'inverse, il y a peut-être aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment un cycle qui est plus rapide pour l'eau que pour le carbone ou pour d'autres gaz à effet de serre. Du coup, en fait, c'est compliqué, je pense, de savoir quelle quantité d'eau serait de toute façon arrivée là, quelle quantité d'eau serait de toute façon évaporée. J'ai l'impression que c'est quand même plus... Même si, a priori, il y a une métrique simple, qui est le volume, quoi. C'est quand même plus complexe que la métrique carbone, qui en plus permet aussi la métrique carbone qu'on peut plus ou moins... dans laquelle on peut comptabiliser aussi d'autres gaz à effet de serre que le carbone, d'ailleurs. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même pas si simple. Mais c'est vrai que la question de l'eau, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup investie par les mouvements écolos. C'est un sujet qui revient vraiment sur le devant de la scène, aussi parce qu'en France, on commence déjà à être exposé à des moments de sécheresse, des moments de... Donc, ça devient une question prégnante. Et je pense, effectivement, c'est un enjeu qui est intéressant aussi parce qu'il est local et qu'il est très sensible, quoi. En fait, imaginez de ne plus avoir d'eau, par exemple, on se rend compte que c'est pas très agréable. Donc, effectivement, je pense que c'est Je pense que c'est aussi un bon point d'accroche, effectivement, pour parler de ces questions. Test, ok, c'est bon. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette conférence très intéressante. Et moi, ma question, elle se portait sur l'enseignement inférieur, enfin, dans le sens inférieur, avant le supérieur, quoi. En gros, que vous agissez beaucoup sur l'enseignement supérieur, que ce soit, comme on a dit, au niveau juste de la sensibilisation, mais aussi au niveau de la construction, de vraiment changer les cours, etc. Mais est-ce que vous jouez, enfin, en tout cas, vous essayez aussi sur l'enseignement, donc collège, lycée, même primaire? Même si, moi j'imagine que c'est différent parce que c'est beaucoup moins des établissements privés, c'est beaucoup d'établissements publics, ça tient beaucoup plus à l'État, mais parce que je pense que, en tout cas, dans ces établissements-là, la sensibilisation, elle peut être peut-être beaucoup plus efficace qu'au final dans le supérieur où les gens, un peu comme ce qu'elle disait avant, c'est-à-dire que les gens ont déjà leurs idées et c'est compliqué de les faire changer maintenant, alors que dans l'inférieur, c'est peut-être plus simple. Secondaire. Ouais, effectivement, c'est vraiment une grosse question, et notamment sur le genre de sensibilisation, je pense. Effectivement, je pense que c'est le bon mot. Je pense que collège-lycée, c'est plus pour apprendre justement tous ces phénomènes à l'œuvre. Après, c'est plus pour l'aspect formation. Je pense que ça restera quand même plutôt supérieur ou alors lycée, notamment pour toutes les formations professionnalisantes, en fait. Alors nous, c'est une question qu'on n'a pas trop investi pour l'instant. On est vraiment parti de là où on était en tant qu'étudiant, donc on a investi plutôt l'enseignement supérieur, parce qu'en plus, c'est pas du tout pareil, en fait. Du coup, l'enseignement supérieur, c'est vraiment chaque établissement qui fait son programme. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué à bouger d'un coup, alors que le secondaire, c'est vraiment le ministère qui fait le programme. Et du coup, et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à mettre en place, par rapport à, déjà moi, quand j'étais au collège, je veux dire, mon petit frère, il a déjà eu plus de cours là-dessus. Bon, en fait, qui sont souvent donnés par des profs qui eux-mêmes sont pas formés. Enfin, il y a plein de problèmes, mais du coup, c'est quelque chose qui est plus facile à actionner d'un coup, quoi, parce qu'il suffit de changer les... Enfin, il suffit pas, du coup, il faut aussi former les gens, mais... Donc, c'est quelque chose qui commence déjà à être investi, et là, on est en contact avec des gens qui bossent là-dessus, notamment, justement, sur un module de formation des profs de lycée aux enjeux écologiques, pour qu'ils puissent ensuite, eux, enseigner correctement ça. On va suivre un peu ça, on va voir si... Nous, ça fait longtemps qu'on a envie de bosser sur le sujet, mais on n'a jamais eu trop le temps... Mais effectivement, aujourd'hui, je pense, pour avoir un peu des bases communes citoyennes, parce que le collège, c'est censé servir à ça, à donner un peu les bases à tout le monde, que chaque citoyen doit avoir, et clairement, sur les enjeux écologiques, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tant que citoyen et pas en tant que Bac+5, quoi. Donc, Et puis c'est ça, c'est que les leviers sont très très différents en fait, et c'est là que se joue la différence entre ce qui est acté et ce qui est écrit et la manière dont c'est réalisé de fait. Parce que dans le code de l'éducation, alors les programmes du secondaire reposent sur le code de l'éducation, et dans le code de l'éducation depuis 2009 en fait, vous avez l'inscription obligatoire d'une sensibilisation aux enjeux environnementaux qui, alors j'ai plus la formulation exacte, mais c'est défini comme réparti à travers les cours. Donc c'est censé être relativement transversal. C'est pas un cours qui est destiné à ça, mais donc c'est quelque chose qui est écrit. Il y a eu plusieurs rapports, je crois que c'était 2013 à 2015, qui montraient que de fait c'était soit pas fait, soit pas très bien réalisé, parce que c'est effectivement des professeurs qui ne sont pas formés pour ça, à qui on rajoute cet enseignement qui est pas du tout évident, comme on est en train d'en discuter. Et donc il y a
il y a voilà, cette question alors c'était pas le levier pour nous qui était le plus facile à actionner, et il y a beaucoup d'associations de professeurs en particulier et de parents d'élèves qui travaillent là-dessus, mais qui voilà, et une fois que c'est dedans, que dans le texte c'est écrit, vous avez encore tout le travail derrière qui n'a pas été fait, et c'est pour ça que ça marche pas, hein, de formation des professeurs, d'organisation du temps des élèves pour que ça rentre dedans, de transversalisation de ce savoir-là dans les cours qui sont très différents. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe pareil avec l'enseignement supérieur, c'est que là, c'est acté que en 2027 tous les étudiants doivent être formés, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire être formé. Il n'y a pas de métrique qui existe, il n'y a pas vraiment de tableau d'évolution. Enfin voilà, c'est des processus qui sont toujours itératifs, et c'est pour ça qu'il ne suffit pas que quelque chose entre dans la loi ou entre dans quoi que ce soit pour qu'ensuite on puisse avoir un effet réel. Et c'est aussi à ça que servent les associations ou les collectifs, c'est qu'une fois que l'objet est noté, est rentré, est effectif, il faut le rendre effectif. Voilà. Et donc c'est tout ce travail de suivi, d'itération, d'incrémentalisme aussi, parce que tout n'est pas bien dès le début et que c'est normal, qui a joué. Et typiquement, enfin, je trouve que l'enseignement secondaire est l'exemple parfait de ça. C'est que c'est censé être fait. Il y a une directive depuis les années 80, pareil là-dessus. Et de fait, ça ne l'est pas. Donc il faut pouvoir aller regarder en sous-main quels sont les problèmes qui sont rencontrés là-dedans, et essayer non seulement de ne pas les reproduire dans le supérieur, mais effectivement de pouvoir avoir une approche un peu différente, qui soit de la simple connaissance à la compétence, et le fait de pouvoir refonder nos processus. Dernière question, désolé. Déjà, merci et bravo pour la conférence. Bravo aussi parce que ça fait du coup 5 ans que Pour un réveil écologiste existe. Du coup, je voulais savoir un peu comment est-ce que vous voyez par rapport à la suite, parce que j'imagine qu'en 2018, quand vous l'avez créé, vous étiez vraiment étudiant, jeune diplômé, mais qu'au fur et à mesure... et maintenant, on est vieille, merci. Ça va être un peu moins le cas. Non, mais juste pour savoir un peu, est-ce que l'association a pour but un peu d'évoluer avec le temps en recrutant chaque année un peu des nouvelles générations, avec les problèmes que ça cause, parce que du coup, ça va grossir et ça va se perdre forcément un peu et changer, ou est-ce que vous voulez garder ça, je sais pas trop, parce que c'est votre petit bébé Sûrement pas. C'est toujours une très mauvaise raison de ne pas accepter des gens dans une organisation, considérer que c'est quelque chose qui est à soi. C'est pas à nous, c'est pas aux gens qui ont écrit le collectif, c'est le manifeste, c'est aux gens qui sont dans le collectif. Et donc, ouais. Et donc, si vous voulez aujourd'hui nous envoyer un mail, on a une adresse contact qui est en bas du site, ou sinon vous pouvez venir parler à Lou et moi, où on a 2 personnes là-haut qui sont aussi du collectif Pour un réveil écologique. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler. Ouais, je sais pas si vous voulez être nommé, mais enfin voilà, vous pouvez aller leur parler pour s'investir là-dedans. Et l'idée des prochaines années, l'avantage, c'est que c'est très souple en fait. On a la chance d'être une association, enfin d'être un collectif justement et pas une association, et donc d'avoir des modes de gouvernance qui sont un peu plus fluides, un peu plus horizontaux, où on essaie au maximum de les rendre comme ça. Et donc l'idée est de pouvoir avancer selon ce qui donne envie aux membres de s'engager. Et c'est comme ça que la plupart des autres pôles du collectif se sont constitués. Au début, on avait que SR et employeurs, et maintenant on a finance, communication, plaidoyer, international, etc. Donc l'idée est vraiment que ça puisse être un projet collectif, qu'il n'y ait pas de pondération supérieure pour les membres qui sont là depuis plus longtemps, et surtout qu'on puisse s'attaquer progressivement à des nouveaux sujets. Enfin là, il va y avoir l'enseignement et employeurs qui vont continuer parce que c'est notre base historique et que de toute façon, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de travail. Mais l'idée est de pouvoir faire éclore et naître de nouveaux projets en permanence. Parce que l'avantage, c'est que je pense qu'il n'y a que les militants écolos qui rêvent du jour où ils pourront dire qu'ils sont au chômage. Donc moi, j'attends ça avec impatience. Ouais, on a résolu les problèmes, c'est bon, on peut s'arrêter. Donc n'hésitez pas à venir investir votre jus de cerveau chez nous.